Dans la prison de Bicêtre, un jeune condamné à mort décide de rédiger son journal intime, lorsqu'il lui reste environ 24 heures, pour laisser entre les mains des responsables un témoignage sur les souffrances qui suivent tous les condamnés à mort. Il est jeune, sain et cultivé, car il lit le latin. C'est lui-même d'ailleurs qui raconte ses souffrances pendant son séjour dans les prisons de Paris, depuis le procès jusqu'au jour de l'exécution, cherchant ainsi la pitié et la compassion du lecteur et tentant de convaincre les responsables pour réfléchir aux douleurs des condamnés avant d'appliquer la punition de la mort. Alors, il commence par évoquer la sentence horrible prononcée par le juge condamné à mort, puis il compare sa vie dans le passé quand il était libre et heureux, contrairement au présent où l'idée de la mort est la seule qui préoccupe tout son esprit et l'accable. Le condamné se souvient encore du jour du procès, lorsque les juges ont prononcé une sentence inattendue. En fait, l'avocat a échoué de convaincre le jury et c'est en ce moment-là que ses douleurs avaient commencé, devant la réalité horrible qui le hantait jour et nuit. La description de la prison de loin et de près a révélé cette réalité amèrement mensongère où vivaient les prisonniers. Dans sa cellule, le jeune homme compte le temps qui lui reste à l'exécution et il trouve qu'il est dans la dernière semaine. Ce conflit avec le temps, qui devient son ennemi, prend un aspect tragique, car il le fait approcher à son destin fatal, c'est-à-dire à la mort. Ce qui inquiète trop le condamné, c'est sa petite-fille Marie, qui a seulement 3 ans et qui sera une orpheline au nom de la justice, car la mort de son père est inévitable puisqu'il vient de faire son testament. Une société qui tue un père d'un enfant de 3 ans est une société inhumaine et criminelle. Se résignant à son sort, le condamné décrit sa petite cellule et relit les Écritures et les noms des condamnés tracés sur les murs. Un jour, il assiste au ferrage de certains prisonniers, les forçats qui sont condamnés aux travaux forcés, qui vont être transférés à Toulon. Ce spectacle a montré la sauvagerie de la société. Ne supportant pas cette scène hideuse, le condamné tente de s'enfuir et il s'évanouit enfin. C'est pourquoi on l'a transporté à l'infirmerie pour le soigner, et il revient à son cachot où il se rappelle une chanson qu'il a entendue dans l'infirmerie, chantée par une fille de 15 ans et dont le sujet est encore la mort et le crime. Et comment fuir cette mort qui le guette et épuise son sommeil? Il songe à se sauver et s'évader de la prison. Ce serait une belle aubaine pour jouir de la nature et de la vie splendide, mais hélas, cela ne peut se réaliser. L'heure de l'exécution s'approche de plus en plus. Il est transféré à l'autre prison de Paris, la Conciergerie. La foule est déjà là qui l'attendait. La foule, ce sont les habitants de Paris. Ils ont envie d'assister à une exécution, comparée par le condamné à Dienne à cause de leur envie de voir du sang et de leur insensibilité. Dans la conciergerie, il rencontre un vieux prisonnier qui lui raconte son histoire. Il lui prend sa veste, ce qui enrage le condamné. Ensuite, on l'enferme dans une cellule accompagné d'un gendarme, peut-être pour l'empêcher de se suicider, mais on lui apporte une table et une chaise pour pouvoir écrire. Il reste 6 heures seulement pour l'exécution. Le condamné s'adresse à sa fille et lui avoue son amour dont elle sera privée après sa mort. Alors, il espère obtenir la grâce.
Mais la visite du prêtre pour le consoler ne fait que croître sa colère, car il sait que ce prêtre n'a aucun sentiment de pitié envers les condamnés. C'est son métier qu'il fait pour tous les condamnés et c'est le métier de tous les jours. Oublier le présent et se réfugier dans le passé. Rêver par exemple à son enfance, c'est ce que le condamné tente de faire pour apaiser ses souffrances en attendant la mort. Cependant, la visite de sa fille Marie à la prison a évaporé tout l'espoir qu'il a gardé pour mourir heureux au moins, car la pauvre fille ne l'a pas reconnu. Cet homme, privé déjà d'être un père, pense qu'il mérite cette mort qu'on lui prépare. Finalement, il est transféré à l'hôtel de ville où on lui fait sa toilette, ou bien la toilette. Amené sur la place de grève, le condamné ne cesse de demander la grâce, mais en vain. Le bourreau se hâte en fait de faire l'exécution de peur de la pluie, tandis que la foule est insensiblement empressée de voir le sang qui coule. À 4 heures, le narrateur s'arrête de parler, c'est l'heure prévue pour l'exécution. Le roman n'a pas de fin car le condamné s'est arrêté de parler lorsque 4 heures a sonné. C'est une fin ouverte, on ne sait pas si le condamné est vraiment exécuté ou non.